Salut tout le monde, bienvenue dans 50% Matos, saison 2, épisode 14 déjà, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Salut Douglas, comment ça va ? Salut Damien, salut tout le monde, ça va très très bien. Les beaux jours arrivent, ça fait du bien, ça fait plaisir, un peu de soleil. Toi, t'es fan de Lyon, là, de l'OL, hein, hier, Hier, égalisation à la dernière minute, dernière c'est minute bien ça. que j'ai raté, j'étais parti un petit peu en avance, donc j'ai entendu les supporters hurler de joie, mais j'ai pas vu le but, mais en tout cas voilà, c'était un beau match, ça fait plaisir. Et ouais, et moi je suis allé dormir, pareil, 88e, et j'ai vu ce matin que, en fait, j'aurais pas dû aller dormir. Aujourd'hui, épisode spécial, on va essayer de creuser tout ce qui s'est dit autour des tarifs douaniers de Trump, et on a aussi quand même pas mal d'activités sur le milieu du drone qui semble révolté par une nouvelle réglementation. On va essayer de creuser ça. J'ai invité mon ami Alexis Texier, qui est le président d'Axial, qui est un organisme de formation avec 3 centres de formation au métier du drone en France, et aussi que vous connaissez probablement sur sa chaîne YouTube Monsieur Je sais tout. On a évidemment quelques news à vous partager. Il y a pas mal de commentaires. On a eu une tonne de messages sur le répondeur. Un grand merci à tous ceux qui nous ont laissé un message. Ça devrait être intéressant. Et comme d'habitude, vous avez à votre disposition un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages vocaux. On vous répond dans l'épisode suivant. Il y a un lien dans la description pour accéder à la messagerie. Et vous pouvez retrouver ce podcast en format audio. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et merci à vous parce que la semaine dernière, il n'y avait pas de message sur le répondeur et cette semaine, on en a eu beaucoup. Donc merci à vous en tout cas. Et on attaque par Peak Design, donc qui a lancé la fameuse valise que je vous ai testée. La vidéo est prête, elle arrive dans quelques jours. Ils arrivent quasiment à 10 millions de commandes engagées. C'est incroyable, c'est lunaire. Ouais, c'est monstrueux. Ça fait 20 000 valises à livrer. Ils ont intérêt à avoir les reins solides, à avoir produit des stocks, parce que là, 20 000 produits comme ça à encaisser, c'est à livrer dans un mois et demi, en gros, puisqu'ils annoncent une livraison sur juin. J'espère qu'ils ont prévu le coup. Ah non, attends, regarde, ça a bougé. Maintenant, c'est sur octobre. Ah ouais, non mais ils ont modifié la date. La date, c'était juin. Donc là, oui, imagine. C'est-à-dire que là, ils annoncent octobre pour les gens qui le précommandent par l'intermédiaire du Kickstarter. Mais donc, ça veut dire que les gens qui sont pas passés par là, qui attendent que ça arrive dans les magasins ou en ligne, moi, je vais aller à la pêche aux infos, mais au vu du succès, pour moi, c'est improbable qu'ils avaient estimé le succès. Oui, parce que là, regarde, au début, même, ils livraient sur mai. Ouais. Donc, les premières. Donc, ils ont livré mai, ils ont livré juin, juillet, août, septembre. Ouais, en fait, ok. Ils ont vendu tout leur stock jusqu'à novembre, en fait. Donc, les magasins, ça sera en novembre. Bon, en tout cas, écoute, c'est cher, c'est pas toujours adapté à toute l'Europe et compagnie. N'empêche que, 10 millions et 20 000 commandes. Donc, le fait est que le produit plaît. C'est indéniable. Du coup, puisqu'on est sur Kickstarter, il y a un autre produit qui fait un mini buzz, qui est un produit, ce qu'on appelle la e-ink. Vous savez, c'est ces écrans, en fait, qui consomment pas vraiment de batterie. C'est en fait, l'idée, c'est tout simplement d'avoir des tableaux numériques, sauf que vous n'avez pas besoin de câble pour la première fois, vous n'avez pas besoin de le recharger. C'est cord free, donc sans câble, USB type C, distraction free, sous-entendu, on n'a pas de luminosité, c'est pas un écran qui produit de la lumière, c'est exactement comme un cadre qu'on pourrait avoir habituellement, sauf que là, vous pouvez changer la photo très facilement. Donc forcément, moi, je suis séduit par un produit comme ça. Évidemment, ça demande à être testé, et justement, on se demande un peu si sur une vraie photo, si les couleurs sont aussi réalistes que ça. Ouais. Les photos ont l'air un peu plus ternes, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup. Ouais, un peu ternes. Moins de contraste, ouais. On a l'impression qu'ils montent beaucoup ça sur des peintures avec des couleurs vives, ça passe, mais peut-être que sur les photos, à voir. En tout cas, le produit a bien plu, puisqu'on a quand même 1700 contributeurs et presque 1 million de levées pour une entreprise no-name, qui n'existe pas, qui se crée avec ce produit-là. Donc, c'est un produit quand même qui a beaucoup tourné. Moi, je l'ai vu en publicité non-stop et je l'ai pas précommandé, mais j'ai fortement hésité. Ouais, puis on va passer chez Nikon, qui a publié il y a quelques jours une grosse mise à jour sur le Nikon ZF, grosse mise à jour 2.0, avec une liste assez importante d'améliorations. Parmi elles, la principale que je retiens, c'est l'ajout de la fonction détection des oiseaux au niveau de l'autofocus qu'on n'avait pas sur le Nikon ZF. On a aussi l'ajout de la prise en charge du service cloud Nikon Imaging Cloud, qui permet d'avoir tout un tas de fonctions, dont notamment, alors j'ai pas la confirmation là d'après le listing, mais dont notamment la possibilité
du coup de mettre à jour les firmware depuis l'application, ce qui est quand même un sacré gain de temps parce que mettre à jour un firmware, que ce soit sur un boîtier ou une optique, c'est jamais une mince affaire. Et c'est vrai que ça, c'est quand même plutôt très très bien. On a également en vidéo l'ajout de la fonctionnalité qui est le zoom haute résolution qu'on retrouve également chez Panasonic, qui est assez intéressant. Puis après voilà, on vous laissera découvrir un petit peu la liste qui est quand même assez longue, mais ce qu'il faut voir, c'est que on n'est pas simplement sur une petite correction de bug, quoi. On est quand même sur une mise à jour assez dense qui touche tout un tas de pôles, on va dire, à l'intérieur du boîtier et qui récupère un petit peu tout ce qui a été mis sur les derniers boîtiers Nikon sur le ZF avec une mise à jour hyper importante. Plutôt intéressant quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Damien ? Ouais, non, c'est une très très belle mise à jour. C'est cool de voir Nikon mettre à jour les produits. Et je sais, et on aura un commentaire tout à l'heure, c'est quand même très très frustrant pour les propriétaires de Z6 III qui ont un autofocus qui est bon, mais qui est pas au meilleur niveau de ce que sait faire Nikon. Le produit commence à avoir quelques mois maintenant. Et là, maintenant, ils voient le Nikon ZF qui, lui aussi, va profiter des nouveautés et il n'y a toujours pas la moindre information pour eux. Donc, écoute, c'est génial pour le Nikon ZF. C'est top que Nikon fasse tout ça, mais on se demande un peu quand est-ce que ça va arriver sur le Z6 III. Allez, autre rumeur, mais moi, j'estime que quand on arrive à ce niveau-là, c'est plus des rumeurs, quoi. On a carrément le produit. Donc, le prochain produit de chez Fuji, alors c'est un concept un peu étonnant, hein. C'est de l'argentique, si je dis pas de bêtises. En fait c'est un peu Pentax 17 quoi. C'est ça. C'est la même chose. C'est effectivement de l'argentique, mais c'est du demi-format. C'est-à-dire qu'en gros, on a un format de film 24-36 qui est coupé en deux, ce qui fait que sur une 36 poses, on a 72 images, mais que par contre on cadre à l'inverse. C'est-à-dire que au lieu de cadrer, quand on cadre horizontal, au final, on cadre vertical, et quand on veut cadrer horizontal, il faut cadrer vertical. Voilà, c'est la subtilité du système. Alors, je suis pas sûr à 100% que c'est argentique. Là, je vois que dans la rumeur, il parle d'un capteur 1 pouce. Donc, peut-être que ça sera du numérique. Je parlais du 17, effectivement. Oui, du Pentax. Ouais. Là, celui-là, de produit, ça reste une rumeur et on n'a pas d'informations fiables. Il y a juste ce qui est marqué là. En tout cas, c'est pour cadrer des photos en portrait. C'est une expérience totalement différente de ce qu'on connaît déjà. On voit que le produit il ressemble un peu à un X Pro et on voit que derrière l'écran serait aussi en portrait avec une orientation des touches comme on n'en a pas l'habitude. Je crois avoir vu passer que on était sur un produit qui, en termes de prix, est pas cher. Hein. Enfin, pas cher, tout est relatif, mais je crois qu'on est en dessous, si je dis pas de bêtises, de 1 000 €. Ouais, le Pentax, ok. Pentax 17, pour info, on est à 550. Mais c'est vrai qu'en tout cas, bon, là, on peut pas parler des specs parce que c'est encore de l'ordre que de la rumeur, hein, mais moi, quand j'ai vu arriver le Pentax 17, j'ai immédiatement pensé à Fuji parce que on est un peu sur la culture de l'argentique, côté rétro. En même temps, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que Fuji est très très fort sur l'Instax. C'est un univers complètement différent, mais ça avait du sens pour moi au vu du succès du Pentax 17 qui a cartonné et qui a redonné envie à beaucoup de gens de se remettre à la photo argentique. Ça a du sens pour moi, pour Fuji d'aller là-dessus. Ouais. En tout cas, ils continuent leur positionnement de faire des produits différents des autres et d'aller sur des marchés où ils vont avoir une concurrence moindre, mais ils peuvent séduire un public qui cherche une expérience différente. Et le Pentax 17, tu vois, pour moi, c'était un flop énorme. Et en fait, pas du tout. C'est un gros succès, le Pentax 17. Et particulièrement à Paris, nous à Paris, on est dans le 10e, on est dans un quartier un peu branché entre guillemets. Le nombre de jeunes qui viennent, qui veulent faire de l'argentique, qui veulent acheter de la pellicule et qui veulent se faire plaisir en achetant un premier appareil argentique, mais sans aller forcément sur le marché de l'occasion, parce qu'à l'heure actuelle c'est le seul moyen de chiner, d'acheter des produits argentiques. Ils viennent en magasin et puis on leur propose ce produit qui est un peu, en termes d'expérience, à mi-chemin en fait entre un vrai argentique et un appareil un peu plus actuel, et il a un vrai succès. Je trouve ça drôle de se dire qu'il faudra tordre l'appareil si on veut faire du paysage. Ouais. En tout cas, mais c'est drôle. Et je pense que les gens recherchent aujourd'hui une expérience qui est différente. Donc, ils ont raison. Bon, voilà pour les quelques news que je voulais couvrir.
Ah, il s'est quand même passé quelque chose avec les tarifs douaniers là depuis quelques jours. On en a entendu beaucoup parler. Là maintenant, il y a une pause. Bon, on va faire quand même un tour de ce que j'ai vu passer, de ce que j'avais noté pour vous parler sur le podcast. On ne sait pas si c'est vraiment en pause, si ça va revenir ou pas. En tout cas, il y a eu pas mal de discussions qui étaient intéressantes, donc on va quand même en parler. J'ai choisi de parler de la vidéo de Tony et Chelsea Northup. Donc une vidéo qu'il a appelée « Pourquoi les prix des appareils photo américains viennent-ils de monter en flèche de 46% ?» Bon, évidemment, un titre putaclic dans la période, accrocheur. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans sa vidéo, c'est qu'il donne les pourcentages pays par pays et ensuite il les applique constructeur par constructeur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est finalement de synthétiser de quel pays dépendent chacun des constructeurs. Et on voit que par exemple pour Canon, ils vont dépendre du Japon, de Taïwan et du Vietnam. Donc, on peut imaginer que les produits très haut de gamme de chez Canon sont produits au Japon. J'imagine qu'un Canon R1 est produit au Japon. Mais qu'au fur et à mesure qu'on descend dans la gamme, on va peut-être être à Taïwan, puis au Vietnam pour l'entrée de gamme. En tout cas, voilà. Bon, je recommande pas les taux, 24, 32, 46, peu importe. Alors ça, du coup, pour l'explication, c'est les taux qui viennent s'appliquer en addition à un taux de taxe d'importation normatif, on va dire, je crois aux États-Unis, qui est de 10%, et qui viennent du coup s'ajouter à ces 10%. Donc 24, 32, 46, et qui sont liés aussi au coût de la main-d'œuvre. Parce que je sais pas si tu as le screen de sa vidéo, Damien, mais c'est ça qui est hyper intéressant à comprendre, c'est de comprendre, en fait, pourquoi le Japon à un certain niveau, pourquoi la Chine à un certain niveau, pourquoi le Vietnam à un certain niveau. C'est parce qu'en fait, tout ça réside dans le fait que tout ça réside dans le fait que la main-d'œuvre, elle a pas le même coût dans les différents pays, et l'objectif cherché en tout cas de Donald Trump, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes ces entreprises qui fabriquent dans des pays où la main-d'œuvre est nettement moins chère relocalisent des usines aux États-Unis, créent de la valeur, créent de l'emploi, etc. Ouais, bon, comment il a trouvé ces taux, c'est pas clair pour personne, je crois. Et j'ai vu des rumeurs qui disaient que c'était un peu de ChatGPT qui a répondu ça, mais il y a une histoire de balance aussi entre ce qu'il exporte et ce qu'il importe, et mais comme ça au doigt mouillé, de toute façon, il a même mis des taux dans des endroits où il y avait que des pingouins, donc c'est pas tout entièrement préparé. En tout cas, Canon, ils dépendent de Japon, Taïwan et Vietnam. Nikon dépend de la Thaïlande, du Japon, de la Chine et de l'Indonésie. Et Sony dépend de la Thaïlande, du Vietnam et du Japon. Donc, je crois que c'était les mêmes pays d'ailleurs que Canon. C'est Nikon qui finalement... Et c'était intéressant de voir Sigma. Sigma qui est du coup 100% fabriqué au Japon. Je sais pas si tu l'as, mais voilà, forcément. Non, je l'ai pas. Mais eux, ils sont pas du tout impactés par... Et d'ailleurs, Sigma, ils avaient très très bien résisté au Covid grâce à ça aussi. Ouais. Ils avaient beaucoup eu moins de problèmes. Je me souviens de Tamron qui, de mémoire, a des usines en Thaïlande, et d'un coup, c'était devenu extrêmement compliqué pour Tamron d'acheminer ce qu'ils produisaient. Il y avait une histoire comme les avions ne marchaient plus, ils étaient obligés de prendre des trains, mais c'était devenu très compliqué. Donc c'est sûr que le circuit court a toujours des avantages. En tout cas, bon, tous ces taux-là, ils ont changé depuis. Maintenant, ils sont en pause. Donc je pense qu'ils seront pas appliqués. En tout cas, on a eu beaucoup de posts aussi qui disent que il y a toute une série de produits très attendus qui seraient prêts, mais qui ne sont pas lancés par les constructeurs sur le marché parce que le climat n'est pas suffisamment bon. Bon, là en fait les fabricants ils réfléchissent en mode il est urgent d'attendre. C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où même s'il y a la pause, etc., ça a quand même créé tout un tas de frictions, d'angoisse sur les marchés économiques, parce qu'au final, si c'est mis en place, ça aura un impact immédiat ou pas sur le prix des produits à la vente aux États-Unis. Parce que, pour rappel, alors je suis pas un spécialiste économique, mais pour moi, je ne pense pas que on sera directement, en tout cas, impacté en France ou même en Europe. Par contre, on parle quand même du marché américain qui représente une très très grosse partie du business mondial. Et du coup, si demain les prix sont amenés à augmenter considérablement, comme on le voit sur la vue que tu nous montres là, où en gros un R6 Mark III qui serait potentiellement un successeur à un R6 Mark II passerait plutôt la barre des $3,000. Pareil pour le R7. Enfin, on a tous les exemples qui sont là. Donc ça serait
la première chose. La deuxième, c'est que les produits encore en gamme qui ne sont pas déjà importés dans les entrepôts aux États-Unis, mais qui vont l'être, donc il y aura, je pense, si c'est appliqué, bien évidemment, un décalage, bien sûr, ils vont être automatiquement réimpactés dans le prix parce que tout le monde va payer les produits plus chers. Forcément, tout ou partie, ça va se retrouver dans le prix. Et donc, forcément, les marques se disent, ok, là, si on a des produits un peu sous le coude qu'on doit sortir cette année, on va quand même attendre de voir ce qui se passe aux États-Unis pour voir à quel moment on lance. Ouais, possible. En tout cas, il se murmure que le Canon R6 Mark III, que le Canon R7 Mark II, que le Sony A7 qui apparemment, d'après Sony Alpha Rumors, ils disent il est prêt. Je ne sais pas si c'est vrai. Le Nikon Z9 II. Bon, là, il parle du Mavic 4 Pro. Les rumeurs disent quand même que son lancement est assez proche. Sont des produits qui sont un peu mis en pause, le temps de voir qu'est-ce qui va se passer et le temps surtout de pouvoir donner un prix qui sera le bon et qui vont pas devoir ajuster tous les 4 matins. Et l'information a été corroborée par Sony Alpha Rumors, qui dit que lui aussi, il a eu par des sources fiables, comme quoi des managers de plusieurs compagnies ont décidé de diminuer, de ralentir l'introduction des nouveaux produits parce qu'il y avait trop d'instabilité. Donc, ils attendent de voir pour les négociations, ils attendent de voir pour les prix. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, c'est vrai que il y a eu beaucoup de lancements de petits produits qui font pas des volumes monstrueux là dans les derniers mois, mais c'est vrai que des produits très très en vue, pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, à suivre. Le seul fabricant pour l'instant à avoir vraiment annoncé des augmentations de prix, c'était Blackmagic. Ça donne une idée un peu de comment ça peut évoluer. Ils avaient annoncé un prix en gros à $5,000 et 2 jours après, ils ont dit non, finalement, ce sera plus $5,000, ça sera $6,600. Donc, ils avaient dit on augmente de 32% nos prix aux États-Unis. Mais ils disent aussi ça dépend des produits. Un autre produit, probablement, ça dépend de où est-ce qu'ils ont trouvé les composants et est-ce que ce produit-là est déjà là ou pas. L'augmentation était que de 10%. Donc, tout ça pour dire que c'est très compliqué comme sujet. On avait vu Nintendo, même si on digresse, qui lui a dit je repousse quasiment le produit aux États-Unis. C'est juste pour donner, finalement, chaque entreprise va avoir une politique différente. Sony Alpha Rumors avait fait des nouveaux tarifs et par exemple un Canon R1 il passe de 6,300 à presque $8,000. Donc forcément une augmentation qui est conséquente. Et j'avais juste envie de vous partager une anecdote sur le fait qu'Apple, qui évidemment ne commande pas et ne fait jamais de politique, et ils ont bien raison, je pense, ils se sont organisés vis-à-vis de ça, et d'habitude au mois de mars, les usines ne tournent pas, ou alors en rythme minimal. Et là, ils ont mis les usines à 150%, ils ont créé des lignes de production temporaires, et vraiment Détroit 8 et compagnie. Et ils ont mis en place un véritable pont aérien avec des cargos pour faire entrer le maximum de produits Apple directement aux États-Unis pour avoir des entrepôts pleins à craquer et finalement laisser passer cette période d'instabilité. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité Apple, ils ont renouvelé quasiment 100% de leur gamme sur les 3 ou 4 derniers mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de produits à annoncer là dans les mois qui arrivent. Ils ont anticipé ces demandes-là et ils ont anticipé la production qui fait que franchement, je pense que mais probablement que si des gouvernements étaient gérés par les mecs qui gèrent aujourd'hui les entreprises qui sont le mieux gérées comme ça, probablement que les choses iraient parfois un peu mieux parce que on voit que ils s'adaptent et ils font les choses de manière intelligente, ils laissent passer, ils crient pas, il y a pas un mot plus haut que l'autre et finalement c'est pas plus mal quoi. Donc voilà, à la base, on savait pas trop comment le traiter avec Douglas ce sujet-là sur les tarifs douaniers, c'est un peu casse-gueule. Maintenant, il y a eu la pause. Bon, voilà, on a essayé de vous faire un panel un peu de ce qu'on trouve sur les réseaux. Et donc, j'ai invité mon ami Alexis Texier, Monsieur Je sais tout sur YouTube. Président, tu m'as dit, d'Axial, donc organisme de formation au métier du drone. Ça commence, ça taille. 3 centres. Oui, tu as 3 centres en France. Et donc, l'idée, en fait, moi, j'ai vu passer beaucoup de posts sur les réseaux. Comme quoi il y a une nouveauté dans la réglementation drone. Je vais l'exprimer moi, comment moi je l'ai compris. Et ensuite toi tu me corriges si tu veux. D'accord. Dans le contexte, ça fait 1 an à peu près que j'entends que la loi
va devenir beaucoup plus cool. Je le dis avec mes mots, hein, beaucoup plus cool au niveau des drones, et qu'il y a une tolérance qui est même en train de se mettre en place pour qu'on puisse un peu voler en agglomération, et que tout ça, c'est en train de s'éclaircir et que ça va devenir un peu moins rigide. Qu'il y a des choses, notamment par exemple sur le vol de nuit. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu une mise au point qui a été réalisée il n'y a pas longtemps, là, et que en fait, c'est tout l'inverse, et que au lieu que ça devienne plus cool, ça va devenir plus restrictif, avec même des gens qui ont déjà passé les formations, qui sont habilités, qui sont télépilotes, qui vont devoir repasser certaines formations parce que leur formation elle devient plus suffisante, et des gens qui sont équipés de drones, qui pouvaient voler avant et qui dans les nouvelles conditions ne pourront plus voler. Bon, t'as pas mal dégrossi le truc. Bonjour d'abord Damien, bonjour Douglas, merci les gars de m'accueillir, merci pour cette invitation. Oui Damien, en effet, tu as remarqué, comme nous au quotidien, qu'il y a de l'effervescence actuellement dans le domaine du drone, puisqu'il y a des choses qui sont en train de changer. La première chose à retenir déjà c'est que tout ça, c'était bien programmé depuis longtemps et que le calendrier se déroule presque comme il doit se dérouler. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2024, une nouvelle réglementation européenne est entrée en vigueur, et au plus tard au 31 décembre 2025, donc de cette année, on devra tous, les anciens pilotes également, avoir rejoint cette nouvelle réglementation dans laquelle sont déjà, depuis le 1er janvier de l'année dernière, les nouveaux pilotes formés. Les nouveaux pilotes formés, ou non d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire obligatoirement de venir en centre de formation pour pratiquer le drone. Et je vais tout de suite faire un petit peu de provocation, comme pour ceux qui me connaissent, et même en agglomération. C'est-à-dire qu'en effet, tu as dit à un moment donné, on a simplifié la réglementation en Europe. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 31 pays qui aujourd'hui composent l'IASA, qui ont rejoint l'IASA, l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, pour appliquer cette nouvelle réglementation européenne. Il y en a d'autres qui viendront s'ajouter dans le futur, d'ailleurs, qu'ils soient ou non sur le territoire européen. On parle d'ailleurs du Canada. Mais pour le moment, pour nous en France, cette nouvelle réglementation, on ne l'a pas appliquée pleinement, c'est-à-dire qu'elle est encore en cours d'application, et on a repoussé, c'est l'objet, on en vient dans le domaine, il y a notamment ce qu'on appelle donc le drone, la sous-catégorie en Open A2, on rentrera peut-être après dans les détails, qui permet le vol en agglomération, a été pour le moment bloqué. Je vais essayer d'utiliser des termes simples, ceux qui maîtrisent le sujet m'excuseront et on pourra en discuter ensuite, mais pour que ça soit le plus facile à comprendre, bloquer pour le moment l'utilisation des drones en agglomération, des drones C2. Et c'est là que le bas blesse. Je me suis entretenu il y a 2 jours avec David Combi, qui est donc le directeur des programmes drones au sein de la DSAC, donc la direction de la sécurité de l'aviation civile, donc le grand patron du drone en France, qui donc pour le moment m'a fait savoir que le souci, on le savait, mais il n'a fait que le reconfirmer, c'était un problème de sûreté nationale. Donc quand on dit, oui, mais de toute façon, Alexis, les gens volent déjà en agglomération. Oui, mais actuellement, on a un problème global qui aura échappé à personne de géopolitique. Et donc, il faut que le ministère des Transports, réellement le ministère de l'écologie sociale et solidaire, sous l'égide aujourd'hui du ministère des Transports, et le ministère de l'Intérieur se mettent d'accord pour nous autoriser enfin à rentrer pleinement en France dans la réglementation européenne. Rentrer pleinement, ça signifiera, en effet, on aurait dû, donc là j'essaie de compléter ce que tu as dit en introduction, on aurait dû pouvoir, depuis le 1er janvier de l'année dernière, voler en agglomération, au-dessus de l'espace privé comme au-dessus de l'espace public, j'y reviendrai après, mais c'est très important de faire la différence. On aurait pu aussi bien au-dessus de l'espace privé qu'au-dessus de l'espace public pouvoir voler avec un drone C2 dès lors qu'on avait fait en ligne l'examen A2 et qu'on s'était auto-formé par une petite déclaration qu'on remplit soi-même. Voilà. Donc ça ouvrait en effet le champ aussi bien aux pilotes loisirs qu'aux pilotes professionnels, puisque je rappelle aussi que cette nouvelle réglementation ne fait plus la différence entre les pilotes professionnels et les pilotes pros, un petit peu comme le code de la route. On distingue pas le fait d'utiliser sa voiture pour partir en vacances ou pour aller livrer un colis pour son patron. C'est le cas aussi maintenant pour notre réglementation drone. Et donc, ça, pour le moment, c'est pas entré en application. Donc là, on est en suspens. Et ce qui fait également que les pilotes qui viennent se former chez nous, on forme un petit peu plus de 150 pilotes par an sur les 300 qu'on a en France, même on va atteindre les 200 cette année, en fait, ils ne peuvent pas voler en agglomération du tout, puisque nous, on a toujours une dérogation, les anciens pilotes, jusqu'au 31 décembre, mais eux, en dehors de l'espace privé,
ils ne peuvent pas voler. Donc, même avec des drones, ils sont obligés d'acheter des drones C5. Je parle, pour la catégorie ouverte. Mais si je dis pas de bêtises, quand tu vas chez IPLN, que tu demandes un drone C5, est-ce qu'ils ont une boîte DJI avec un drone C5 ? Non. Non, les constructeurs n'ont absolument pas répondu, qu'ils soient européens, américains ou asiatiques. Personne n'a répondu. C'est-à-dire qu'ils ont normé pour ce qui était le plus simple parce que ça correspond au cahier des charges fourni par l'IASA. Notre Mavic 3 Pro, il est C2, très bien, on lui met la norme C2. OK. Par contre, pour le passer C5, il faut ajouter un kit d'homologation qui coûte environ 1500 €. En France, il est fait par Dronavia. Donc, avec un parachute, je crois. C'est un parachute, c'est ça ? C'est un parachute et une coupure moteur. Et ça va te permettre de passer ton drone C2, qui va du coup changer de nom même. Ça va plus s'appeler le drone DJI. On le prend, eux, ils achètent le drone comme si c'était en fait une pièce. Ils vont venir le modifier, lui ajouter un kit plus une coupure moteur. Et donc, un drone qui est soit C2, soit C3, par exemple, va devenir C5. Et là, cette fois-ci, va répondre au cahier des charges qui vont lui permettre, à partir du moment où le pilote sera formé en catégorie spécifique, de piloter en agglomération aussi bien sur l'espace privé que l'espace public. Donc il y a deux coûts en fait. C'est-à-dire que le gars qui a un Mavic 3 aujourd'hui, il va devoir se payer 1500 € de l'homologation et une update, on va dire, de la formation, une nouvelle formation. Oui, tous les anciens pilotes doivent repasser, même si on a mis en place des offres de formation mises à jour, ils doivent repasser comme si c'était des nouveaux pilotes par l'intégralité du cursus qu'on appelle le livret de progression mis en place par l'IASA pour le reformer de zéro. Nous, c'est quoi ? C'est une semaine de formation ? Tous les centres de formation, pardon ? C'est une semaine de formation ? Non, là, nous, on a réduit sur 2 jours. On se permet pas, entre guillemets, de former, on se permet de contrôler simplement les connaissances avec une journée de contrôle sur le terrain et une journée théorique où là, on vient parler des différences et donc, dans les 2 jours, ils doivent compléter ce qu'on appelle le livret de progression pour montrer qu'ils ont tout validé. Donc, en fait, c'est des offres que mettent en place l'ensemble des centres de formation en France. Ça coûte combien ? Évidemment, nous, on l'a mis à 1000 €. Ah ouais, 1000 €, 1500 € de parachute. C'est 2005 quoi. Ouais. 2005 déjà, rien que pour se mettre à jour juste avec la réglementation. Là, on parle des anciens pilotes, mais c'est pas là le plus dramatique parce que les anciens pilotes, s'ils sont toujours pilotes et qu'ils veulent continuer, tu vois, c'est un coût qui peut s'entendre parce qu'ils ont déjà payé leur première formation, ils ont déjà payé leur drone, ils ont juste à payer excuse-moi, mais faut le voir d'un point de vue professionnel. Si on compare aussi avec le prix d'autres matériels, ils vont ajouter donc les 1500 € de kit d'homologation et ils vont ajouter les 1000 € et les 1000 €, mais qui peuvent être pris en charge. Tu sais, t'as le CPF, il y a les OPCO, les organismes de compétences, il y a différents financements quand même pour la formation. Donc c'est possible de le prendre en charge dans le cadre de son activité professionnelle. Ça va. Mais par contre, les nouveaux pilotes aujourd'hui, on est bloqués. Les nouveaux pilotes aujourd'hui peuvent voler en agglomération qu'au-dessus de l'espace privé. Ça veut dire la formation, mais ils peuvent pas voler en fait en agglomération. Ils peuvent voler quand il y a rien à voir. Sauf s'ils viennent en catégorie spécifique. Mais là, je parle des nouveaux pilotes. Ils sont obligés d'acheter un drone C5. Donc ils peuvent. Je m'exprime peut-être rapidement. Donc, un drone C5, par exemple, pour que les gens comprennent, c'est quoi un C5 aujourd'hui sur le marché? Au minimum, c'est un Mavic 3 Pro. Donc t'es peut-être mieux placé que moi pour ça. Je sais pas, 3500 € plus 1500 € d'homologation. Voilà. 5000 €. Et ensuite, la formation. Puisque là, si c'est C5, formation obligatoire pour les C5 et C6. Donc là, 2500 € chez nous de formation. Là, on part sur une semaine, 60 heures de formation même. Ok, donc si je comprends, toi, tu as fait 2 offres. C'est-à-dire que tu as une offre pour se remettre à jour de la nouvelle réglementation. Donc là, tu es à 2500 € pour les nouveaux pilotes. Mais vous avez construit une offre de mise à jour, on va dire, des connaissances pour valider ces nouvelles réglementations à 1000 € sur 2 jours. C'est bien ça? Oui, même si réellement, tu as compris que c'est la même chose, mais tu dis pas à un ancien pilote qui pilote depuis longtemps et qui connaît déjà, qui maîtrise déjà, ressort 2005. Alors, nous, ça a été différent puisqu'on a offert chez Axial aux 300 derniers de nos pilotes formés la mise à jour gratuitement. Et elle fait beaucoup parler, cette réforme. Moi, j'ai vu 2-3 posts, 2-3 articles où il y a effectivement les dronistes professionnels qui, sont pas très contents de devoir repasser à la caisse aussi bien d'un point de vue homologation que formation. Et j'ai vu quelques posts aussi de personnes qui disent, en fait, ça va ne faire qu'accentuer les gens qui respectent les règles et qui du coup vont devoir passer à la caisse. Mais vu que la réglementation se complexifie et est encore plus lourde, ça risque d'accentuer encore plus les gens qui ne respectent pas les règles. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Pour moi, les survols illégaux, c'est pas tout à fait le problème, puisqu'on m'a expliqué en effet. Donc, désormais, les drones vont être sont déjà équipés de nos signalements électroniques. Et finalement, lorsque une mesure sera prise pour contrôler, par exemple, lors d'un événement sportif, culturel, économique,
on ira chercher non pas les drones qui sont enregistrés, mais ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire par élimination. Donc finalement, par élimination, lors d'un contrôle de l'espace aérien, on arrivera à déterminer l'endroit où se situe le pilote qui vole avec un drone qui n'a pas été enregistré. Donc aujourd'hui, je pense que la deuxième étape, mais peut-être que là je préjuge totalement, va être lors des contrôles de venir plutôt s'intéresser aux drones qui ne sont pas contrôlés. Donc je pense qu'on va finir là par trouver une solution matérielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les drones vous savez, conservent systématiquement les logs. On n'a pas la possibilité de les effacer. Même si on pense qu'on les efface, ils restent toujours enregistrés. Donc on arrive à savoir là où un drone est régulièrement mis à jour, là où il décolle régulièrement. Donc dès lors qu'on trouve le drone, on va savoir retrouver assez facilement son propriétaire. Là, tout à l'heure, moi j'étais avec mon maçon et il me dit, moi j'ai acheté un Mini 3 Pro. Il a passé un CATT, je crois, ou un truc comme ça. CATT, il y a genre 5 ou 6 ans déjà. Donc, il est déjà venu en centre de formation se former complètement. Il est, entre guillemets, pilote professionnel. Et il fait des vidéos, tu vois, à la fin d'un chantier, ou alors 2-3 fois, s'il construit une maison, il fait quelques photos, quelques vidéos de l'avancée du chantier, qui parfois, il envoie à des clients qui sont à distance. Demain, avec un Mini, il peut plus travailler ? Demain, avec un Mini, s'il est en dehors d'un espace aérien contrôlé, puisqu'on parle d'agglomération, mais que vous soyez au milieu de la Cambrousse, au milieu de nulle part dans un petit patelin, ou au-dessus Perpignan, Lyon ou que sais-je, il y a aussi des espaces aériens contrôlés. Donc ça peut être une zone d'entraînement militaire, un site Céveso, une résidence ministérielle, une CTR à l'approche d'un aéroport, c'est une zone contrôlée. Voilà. Mais s'il est en dehors de ça et qu'il est en agglomération, s'il respecte dans un espace privé, pour lequel il aura obtenu l'autorisation de l'occupant des lieux. Je cite littéralement la réglementation, la catégorie ouverte. Lorsqu'il aura obtenu l'autorisation de l'occupant des lieux, il peut, en respectant la règle du 1 pour 1, attention, je vais en rajouter une couche, c'est-à-dire à 1 mètre de distance de sa limite de parcelle, 1 mètre de hauteur, 2 mètres de distance, 2 mètres de hauteur, 3 mètres de distance, 3 mètres de hauteur, voilà, une distance horizontale équivalente à la distance verticale pour permettre en cas de défaillance du drone de rester au sein en fait de la parcelle. Là, il pourra voler dans une limite dite raisonnable. Mais on sait très bien, Damien, que cet artisan, il va vouloir, et à juste titre, s'éloigner de quelques mètres au-dessus de la voie publique pour pouvoir prendre suffisamment de recul pour immortaliser le chantier sur lequel il vient de travailler. Et là, malheureusement, à partir du moment où il sera au-dessus de la voie publique, il a beau être avec un drone C2, c'est là aussi pour moi, malheureusement, l'ineptie, un petit peu, il aura beau être avec un drone C0, donc le drone C0, un Mini 3, c'est tous les drones qui font moins de 250 grammes, les drones C0, moins de 250 grammes, qu'ils soient normés ou non, il pourra pas. Alors même que moi, je vais arriver avec un drone de nettoyage toiture façade et panneaux, par exemple, qui fait 17 kg et demi jusqu'à 25 kg, mais le Note fait jusqu'à 17 kg et demi, et que je vais pouvoir, moi, travailler en agglomération. Bah ouais, parce que là, tu parles des C0, donc c'est les drones inférieurs à 250 grammes. Donc là, forcément, on pense aux Mini, justement, qui sont faits pour ça. Et on n'arrête pas d'entendre, allez, avec ce genre de drone, vous êtes en dessous de 250 grammes, le vol de personnes est toléré, il y a une marge, on se prend pas trop la tête, avec cela, on peut voler. Même pas de formation. Je te rappelle que là, à partir du moment où il fait moins de 250 grammes, moins de 800 grammes même, pour être précis, ils peuvent faire tous moins de... Est-ce que là, la réforme change quelque chose? Tu n'as pas besoin de te former. C'est-à-dire que tu as juste besoin de l'enregistrer parce qu'il dispose d'un capteur. Il faut l'enregistrer sur le site qu'on appelle Alpha Tango. T'enregistrer en tant qu'exploitant, en tant qu'utilisateur. Mais par contre, tu n'as même pas besoin de passer la petite formation en ligne qui est gratuite, là, qu'on appelle A1, A3 et qui permet de connaître les bonnes pratiques, quoi. Et d'un point de vue déclaratif de plan de vol, tu as un projet d'aller filmer, tu vois, l'artisan, le maçon de Damien qui veut filmer ce qu'il a fait dans son studio. Il doit, même s'il a un C0, il doit le déclarer. Non, il n'a pas besoin de notifier son vol. Donc notifier, c'est lorsque tu vas informer les autorités, en l'occurrence les préfectures, que tu t'apprêtes à faire un vol donc en agglomération. Lorsque tu as une agglomération et en plus une zone contrôlée, donc où je te disais l'espace aérien est contrôlé, là tu as en plus une demande d'autorisation, qu'on appelle un protocole d'accord avec le gestionnaire de zone. Là c'est encore un peu plus compliqué. Là en catégorie ouverte, s'il respecte la règle du 1 pour 1 que je disais tout à l'heure, il reste au sein de l'espace privé, non, il pourra. Il n'y a pas de demande préalable à l'heure actuelle en catégorie ouverte pour voler en catégorie ouverte. Voilà, il n'y a pas. Mais en catégorie spécifique, dès lors qu'on va utiliser un C5, C6, donc on aura passé une formation en centre, qu'on voudra utiliser professionnellement pour un tournage de clip, une vidéo d'entreprise, un nettoyage de toiture façade et panneaux, la réalisation de métré, de réalisation de photogrammétrie, d'orthophotographie, le diagnostic thermique, avec un C5 ou avec un C6,
même si C6 c'est encore différent, c'est pour les vols préprogrammés, les vols hors vue, mais avec un C5 en agglomération, il devra en effet effectuer une notification avant. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que la réglementation, donc je vous disais 2 grandes catégories, catégorie ouverte et catégorie spécifique. La catégorie spécifique, elle est beaucoup plus simple à comprendre alors qu'elle s'adresse essentiellement aux professionnels que la catégorie ouverte. La catégorie ouverte, avec ses 3 sous-catégories, donc A1, A2 et A3, je trouve qu'on a énormément complexifié la compréhension, quoi. Et ça devient... on essaye de vulgariser. Moi, je prépare là sur la chaîne pour la semaine prochaine vraiment une vidéo où j'essaye de vulgariser au maximum. Mais franchement, même dans l'équipe, on l'a relu. Alors, on n'a pas le recul, nous, suffisant, parce qu'évidemment, on sait de quoi on parle. Mais on a essayé de se dire, est-ce qu'on peut vulgariser cette vidéo pour que tout le monde comprenne? Damien, quand tu m'as parlé de ce projet, d'essayer d'apporter de l'information, c'est pas simple. C'est pas simple. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est vous pouvez en agglomération, en dehors de toute zone contrôlée, donc encore une fois, que l'espace aérien soit pas contrôlé. Ça, vous le vérifiez sur Alpha Tango ou sur l'application mobile carte IGN, petite application mobile qui vous permet de savoir là où vous volez. Vous pouvez en espace privé. Voilà. Ça, on l'a oublié de le dire quand même, je trouve, assez régulièrement. Ouais, c'est marrant. Moi, jusqu'à maintenant, j'entends agglomération et hors agglomération. Et là, depuis tout à l'heure, je t'entends dire zone privée et zone publique. Cette réglementation, elle est strictement identique aux 32 pays que tu as mentionnés tout à l'heure. On a tous exactement les mêmes règles. 31, non? Tu viens d'en trouver 32? Oui, le nôtre aussi en même temps? Je sais plus si c'est 31 ou 32. Ça peu importe, aux 30 pays. Là. Mais non, parce que en fait, chacun a cru bon. Alors, quand on dit il y a que la France, alors il n'y a pas tout à fait que la France. C'est faux. On va parler de l'Italie, par exemple. Je crois où tu te rends dans quelques heures, d'ailleurs, Damien. Oui. C'est confidentiel ou pas? Pardon. On va parler de l'Italie. L'Italie ont ajouté une couche, par exemple, de zones réglementées que j'évoquais juste avant, au-dessus la quasi-totalité des principales villes. Donc, quand bien même ils ouvriraient eux aussi leur espace aérien à pouvoir voler avec des drones C2, donc en catégorie A2 au sein des agglomérations, franchement, on serait très limité de la même manière puisqu'il faudrait demander des notifications. Et chaque pays a ajouté, pour le moment, il y a d'autres pays qui ont vraiment ajouté leur couche. J'ai pas connaissance, c'est simple, je vais être précis, d'un pays qui a laissé entièrement l'application de cette nouvelle réglementation européenne sans y ajouter une couche personnelle, sans y ajouter des particularités dans la gestion de l'espace aérien. C'est pas gagné, quoi. Non, c'est pas gagné. Ça va venir, parce que tu sais, en France, donc aux États-Unis, il y a la FAA, tu sais, Fédérale Aviation, Administration Aviation, qui donc a mis ça en place et qui essaye de l'étendre sur d'autres territoires. On est très proche d'eux d'un point de vue réglementation. Donc, je crois quand même qu'on va s'approcher d'une réglementation générale, comme les avions, finalement, générale à l'ensemble des pays, peut-être même des pays qui ont l'habitude de collaborer sur la gestion de leur espace aérien. Comment analyser, d'après toi, que DJI ne soit déjà pas en train de vendre des drones C5? Ça doit vouloir dire que 95% de leurs ventes, c'est des amateurs qui en ont rien à faire de ces classes-là, qui ne suivent pas la réglementation, et donc ils se disent on va pas se prendre la tête. Ou tu penses qu'ils veulent laisser le marché à un autre acteur? C'est trop compliqué. Pourquoi ils le font pas? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas parce que DJI, depuis quelques mois, a vraiment montré qu'il souhaitait développer toute la gamme Enterprise et la gamme agriculture. Parce que chez DJI, il y a 3 gammes. La gamme Consumer, donc grand public, la gamme Enterprise et la gamme agriculture. Il y a même la gamme d'ailleurs Delivery, si on veut être complet avec la livraison de colis. Une 4e gamme. La gamme Enterprise, tu as vu, elle est en train de déferler en France avec du matrice 4T ultra performant. Et pourtant, il n'y a aucun effort de fait de leur part pour rejoindre totalement cette réglementation européenne, notamment sur ce problème d'agglomération. J'arrive pas à l'analyser, mais je sais pas. Je me pose la question. Alors, il faut savoir aussi que les kits de parachute, il faut les entretenir. Ils ont une routine, je crois, Dronavia tous les 1 an ou tous les 2 ans. Tu vois, on le voit là sur l'image que tu montres. Donc, il faut les entretenir, il faut les réviser. Est-ce que c'est pour s'éviter peut-être cette révision-là? Je sais pas. Je sais pas. Et t'as vu, j'ai du mal à comprendre en fait. Tu sais s'il y a une statistique qui existe de pourcentage de vols qui, entre guillemets, sont faits dans les règles et pas dans les règles? Alors, non, je sais pas. Je préfère pas. Parce qu'un parachute comme ça, j'en ai jamais vu, moi. Tu vois, même au-dessus de l'Electro Beach, il y a des gens qui font les after-movie et compagnie, il y a les drones. Je peux t'assurer que je n'ai jamais vu un dispositif comme ça au-dessus de l'Electro Beach, c'est un mini. Avant, t'avais pas l'obligation, donc c'est peut-être un ancien pilote.
à sa décharge. Et donc, voilà. Alors, même si jamais personne n'a eu le droit de survoler la foule. Hein. Je te dis, ça n'existe pas, ça. Enfin, ça n'existe pas. Je sais que ça existe, mais malheureusement, c'est pas possible. Légalement, c'est pas possible. Vous savez, comment ils font le mec qui filme un festival avec un Avatar 2 au hasard, hein, et qui fait des loopings, enfin des figures, tu vois, pour faire un truc bien stylé au-dessus d'une foule bien dense, il est forcément hors la loi? Mais pas en France, Damien, si. Il est forcément hors la loi, le gars? Il est forcément hors la loi, évidemment. Il est forcément hors la loi. Ok. Sauf dans le cadre d'un tournage, d'un film où tout le monde serait impliqué, aurait signé une décharge et voilà, c'est dans des cas très exceptionnels, totalement encadrés. Bon, après, j'ai beaucoup entendu dans les stagiaires et je l'entends très régulièrement que les forces de l'ordre sont pas formées et donc de toute façon en cas de contrôle, c'est assez facile de les endormir. Je caricature un peu, mais je suis pas loin du discours. Ça va plus être du tout le cas. Je vous le dis, je peux d'ailleurs le citer là, il se reconnaîtra. Olivier, par exemple, qui est à la PAF, la police aux frontières, ici à Perpignan, donc il est basé là, mais c'est le référent drone du département des Pyrénées-Orientales. C'est quelqu'un aujourd'hui qui maîtrise parfaitement la réglementation et qui est en train de s'équiper encore plus que ce qu'ils le sont déjà. Si vous tombez sur lui lors d'un contrôle, c'est l'une de ses missions, vous passerez pas à travers. Et je dis pas ça en pensant qu'à ma gueule, en disant les gars, vous serez obligés de venir en centre de formation. Ça résoudra pas notre problème de devoir investir près de 5 000 € pour voler en agglomération pour la réalisation d'un film d'entreprise, d'un film industriel. Donc ça fait plaisir à personne. Hein. Et les jeunes qui démarrent, débuter avec un budget ticket d'entrée 5 000 €, parce que ticket d'entrée, en fait, il peut pas être fait avec un R3S. Le R3S, qui est un drone que moi je trouve super, tu vois, j'en ai un là à côté, j'en ai mis un, c'est un drone que je trouve qui répond à plein d'utilisations, mais il n'y a même pas de kit qui existe pour lui. C'est-à-dire que lui, on pourra même pas l'utiliser en agglo. Donc c'est un vrai problème. Et je suis pas sûr qu'on puisse solutionner ça en disant mais tout le monde va voler illégalement. Oui, mais les mecs ils vont finir par se faire serrer, il y a le signalement électronique, ça va se resserrer aussi. Évidemment que tu peux rouler à 70 en ville, mais à un moment donné, c'est chiant de prendre le risque quand tu as envie de travailler d'un point de vue professionnellement, je veux dire. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que la réglementation est pas adaptée. Mais bon, moi, j'y connais rien, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas adaptée à la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que un agent immobilier qui veut faire 3 photos pour son annonce, un maçon qui veut suivre son chantier, tu vois. L'agent immobilier, nous, on vit dans des petites villes, tu vois, avec des maisons de village où, bah, forcément, t'as la rue, hein, devant, il y a pas autre chose, hein. Mais en vrai, tu décolles à 15 mètres ou à 20 mètres, tu fais 3 plans qui durent littéralement, ton vol fait 30 secondes. J'ai du mal à comprendre l'énorme risque qui a été pris, tu vois. Il n'y a pas de Canadair à 15 mètres qui va voler, qui va arriver et percuter le drone au moment où tu fais ce plan-là, tu vois. Et c'est un professionnel qui veut travailler dans la légalité. Et là, aujourd'hui, tout ce que j'entends, c'est des bazookas pour essayer d'exterminer une mouche, quoi. Mais Damien, c'est pas la réglementation européenne qui pose problème. C'est sa demi-application en France. C'est-à-dire que si en France, on avait suivi les prérogatives de la réglementation européenne, on rejoint l'Europe, on construit ensemble de nouvelles lois, on met en place des réglementations européennes, on n'en applique que la moitié. C'est dommage, cette nouvelle réglementation européenne, par les professionnels, elle est très peu critiquée si elle rentrait pleinement en application. Le problème là, c'est qu'on vient la brider. Si on la débride demain, moi j'ai envie de dire, même si demain on laisse... ma position sur le sujet, elle est très claire. Je pense qu'on devrait permettre le vol des drones C2 en agglomération avec la formation A2, en remplaçant l'auto-formation par une formation en centre. En centre sur 2 jours, vous la payeriez pas très cher. On arriverait à faire des offres qui seraient très simples, qui rassureraient tout le monde pour ses premiers vols, qui fait que le gars, il bloquerait 1 journée, 2 jours pour aller faire une petite initiation, j'ai même envie de dire, et le problème, il serait réglé. Et en effet, on n'aurait pas plus d'incidents, si toutefois d'ailleurs on en a, parce que la plupart des incidents... Bah ouais, c'est ça le truc, c'est qu'à la base, on n'en a même pas, tu vois, sur toute l'Europe. Mais oui, il y en a pas. On n'a pas d'incidence recensée parce que les gars, quand tu casses ton drone, tu mets ton mouchoir dessus, hein, tu t'en vas le chercher, tu le ramasses, tu pleures parce que tu as perdu de l'argent et puis c'est tout. Également, tout ce qui est mini, tout ce qui est flip, on peut également, ça fait moins de 250 grammes, on va pouvoir voler à l'intérieur de l'espace privé en agglo, hors dehors d'une zone contrôlée. Ah oui, mais il n'y a personne qui vole en espace privé. Enfin, moi, j'entends tous tes termes là, mais dans la vraie vie, il y a personne qui reste à la borne du truc privé. En fait, ça n'existe pas tout ça. C'est, enfin, moi je veux bien, mais c'est du bullshit. Voilà, c'est comme ça que je le vécu, c'est comme ça que je le vois, quoi. Hein. Ça n'existe pas tout ça. Bah, après, écoute, tu sais, voilà. Donc, tout ce que je vois, c'est qu'il y a une réglementation, encore une fois, qui va être inapplicable, aussi bien pour les autorités que pour les gens qui veulent travailler. Enfin, c'est un espèce de...
On se connaît bien, Damien, on discute régulièrement ensemble. C'est vrai qu'il me faudrait pas grand-chose, hein, moi, tu sais, pour démarrer et puis pour dire qu'est-ce que c'est qu'encore ce merdier. C'est-à-dire qu'on a encore rajouté une couche française. C'est-à-dire que je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ? Comment on peut, à chaque fois qu'on trouve une solution, qu'il y a un pimpin qui n'y connaisse rien dans un hémicycle et qui vient ramener sa fraise pour dire, allez, mais non, je vais mettre une petite complexité quand même supplémentaire parce que moi, je crois que. Alors, on a 2-3 gars qui ont absolument pas l'habitude des missions. Hein. Je veux dire, moi, j'ai plus de 500 missions depuis 2012 derrière moi en France. Je peux dire que j'ai connu des situations, évidemment, des situations difficiles, des situations très simples. J'ai quand même eu l'expérience des fois de drames qui sont passés de justesse. Le matériel reste du matériel électronique dans lequel il faut vraiment s'assurer de se protéger ou autre. Mais ça, il y a à aucun moment dans toute cette expérience. D'abord, à aucun moment on est venu interroger des mecs comme nous. À chaque fois, on prend des mecs qui ont, qui ont 55 ans, qui sont des retraités actifs ou 60 ans, pour dire parlez-moi de votre expérience du drone, alors quand bien même que le drone, il y a 10 ans que ça existe en France ou que c'est pleinement développé, 10-15 ans. Et donc les gars, ils sont pas au fait. Et quand bien même on pourrait faire part de notre expérience, moi j'ai jamais vu quelque chose qui amenait de toute façon à bloquer autant l'espace aérien en agglomération. Donc il y a forcément une histoire on en revient au début de la conversation, de sûreté nationale. Un problème de sûreté nationale aujourd'hui, c'est qu'avec un drone C2, tu peux emporter, allez, je sais pas, peut-être 2-3 kilos, que la géopolitique actuelle avec l'actualité en Ukraine et en Russie arrange pas du tout les choses, puisque c'est le drone à longueur de temps sur BFM TV et CNews, et donc on fait l'amalgame et on en oublie le vidéaste, le photographe, qui lui a juste besoin de bosser tranquillement, il a pas envie d'aller se faire chier en centre de formation pendant une semaine. Lui, il aurait aimé qu'on le laisse tranquille et il n'a pas envie de rajouter en plus 1 500 € en plus du prix du drone. Voilà. Aujourd'hui, tu vois, moi j'habite à Cléra, c'est une petite ville du côté de Perpignan de 3000 habitants. Est-ce qu'aujourd'hui il existe les technologies qui permettent à une autorité de contrôle de réellement sur une zone, tu vois, je sais pas moi, de 50 ou de 100 km, comme une tour de contrôle qui identifierait chacun des drones dans cette zone-là qui sont en vol? Alors, cette technologie-là aujourd'hui existe ? À ma connaissance, 50-100 km, non. 14-18 km, oui. 14-18 km, cette technologie existe. Je prends souvent l'exemple... Mais elle est déployée aujourd'hui en France ? Non. C'est-à-dire que là, je décolle aujourd'hui de mon petit village. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que j'ai décollé ? Non, on a eu des déploiements un peu exceptionnels lors du passage de la flamme, mais là, non. Non, mais non, regarde, les brouilleurs sont même pas mis en place sur la moitié de nos prisons en France. Donc, non, évidemment que non. D'accord, ok. C'est là où il y a eu. J'espère, en fait. Je voudrais pas, mais non, je peux. Enfin, non. Non, si tu veux, aujourd'hui, même en plus, les anciens modèles de drones avant le Mavic Pro, je pense que les spécialistes de la lutte anti-drone comprendront mon sous-entendu. Aujourd'hui, avant le Mavic Pro, on peut voler et passer en dehors de toute détection. Donc, il va falloir déjà qu'on épure les anciens matériels qui, eux, ne peuvent pas être contrôlés. Et quand on va arriver sur le matos qu'on a là, au jour d'aujourd'hui, depuis quelques années, qui là peut être contrôlé, là, on pourra. On a un exemple, comme ça, une ville que tu connais bien, Damien, que je connais bien aussi, c'est Las Vegas. Je cite pas parce que je l'aime bien, mais c'est l'une des villes au monde, d'ailleurs, pour pas dire, je crois, la seule, qui est entièrement sécurisée d'un point de vue drone, avec une brigade anti-drone. Et dès lors que tu allumes ton drone à Las Vegas, ton drone est ta radiocommande. Tout de suite tu es repéré et très rapidement tu as une brigade qui vient contrôler. Alors évidemment on le comprend par la fluidité du trafic qui est au-dessus, mais voilà, c'est intéressant de savoir que ça existe et que ça peut être mis en place sur certaines zones en permanence. C'est les drones qui se déclarent. Je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo. Il y a une vidéo là qui est sortie il y a pas longtemps, hein, je me souviens plus, je suis désolé. Une grosse vidéo où le YouTuber te fait rentrer dans les usines de fabrication des drones en Ukraine. Et je sais pas si tu l'as vu cette vidéo-là, mais il fabrique des drones maison, c'est-à-dire que le mec, le terroriste entre guillemets, hein, qui s'imprime sa plaque carbone, qui se met un moteur, 2 hélices et compagnie, qui se fait son drone, lui il va pas s'auto-déclarer au système et compagnie. Lui il est pas détecté, on est d'accord ? Si, parce qu'en fait c'est son signal radio qui est détecté. C'est son signal radio, donc c'est la liaison. Donc en fait, c'est la liaison qu'on peut venir couper, soit immédiatement pour prendre le contrôle du drone, donc venir interférer, soit vraiment couper cette liaison pour que le drone enclenche soit un RTH, soit un flyaway. Donc tu peux. Mais là où c'est intéressant ta discussion, parce que la question qu'on peut se poser, si on en revient toujours à notre problème en France de sûreté nationale, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'on laisse sous-entendre que le gars qui a envie de faire un acte malveillant, il va lui utiliser un drone pleinement légal. Et de toute façon, il va s'occuper. Mon drone n'est pas déclaré, donc je sais pas si j'y vais aujourd'hui. Franchement, je sais pas si j'y vais.
Mais c'est tellement gros. C'est déjà tellement gros depuis quelques mois. C'est pour ça que je me dis, on fait toute cette loi pour eux, mais eux, est-ce que finalement, il y a 2 plaques de carbone, le mec? Enfin bref. Mais non, moi, j'en emporte jamais, en fait, de drone parce que de plus en plus, c'est interdit. Tu vois, j'étais en Norvège il y a pas très longtemps et quand tu arrives à l'aéroport à Tromsø, autour du tapis là qui déverse les bagages, il y avait une grosse boîte avec ici les drones ne sont pas les bienvenus et avec tous les drones qui ont été confisqués dans la vitre. Et il dit clairement, ici, faites gaffe avec votre drone parce que sinon, il finit dans cette boîte. Tu vois, il était accueilli comme ça. D'accord. Donc, c'est vrai que moi, je suis frustré, tu vois, parce que j'étais dans les premiers à utiliser les drones, vraiment dans les tout premiers. J'ai été victime de 2 flyaway à l'époque sur les DJI Phantom. Donc, j'ai perdu 2 drones qui sont partis. Je ne sais jamais où est-ce qu'ils sont tombés. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment des choses qui arrivaient, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc clairement, je suis conscient qu'il faut des règles et qu'on peut pas faire n'importe quoi et qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie, franchement, les flyaway, moi, ça m'arrive plus jamais. C'est quelque chose qui n'existe pas. Le drone, il va revenir tout seul, il va atterrir du point qu'il est parti. C'est vrai que on aurait pu penser qu'au contraire, on allait avoir un cadre un peu intelligent. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un cadre un peu bête. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, David Combi, je le recite, le directeur des programmes de la DSAC, dit pas plus tard qu'hier à la journée drone qui avait lieu à Biscarrosse, dit nous n'avons pas de retour de fiche Crésus, donc ce qui signifie de fiche Crésus, entendez par là de retour d'incident. Nous n'avons pas d'incident. Donc s'il n'a pas d'incident, ça veut dire que très clairement, en plus il peut même pas démontrer par A plus B que les machines s'écrasent, tombent, donc c'est plutôt sûr, donc on peut ouvrir. On peut ouvrir, j'entends par là, l'espace aérien. Bon allez, merci Alexis. Avec plaisir, Damien. J'espère avoir éclairé votre interne. Ouais, c'était sympa de discuter de ce sujet-là, un peu de manière libre. On va écouter vos messages. Salut Damien, salut Douglas. Merci beaucoup pour toutes vos vidéos que j'attends avec impatience chaque semaine. Moi, je suis nikoniste depuis quelques années. J'ai été professionnel, notamment en mariage. J'ai fait l'acquisition d'un Nikon Z6 III et j'attendais beaucoup, notamment sur l'autofocus. La partie vidéo, je l'ai testé un petit peu, mais je m'en sers pas trop. Donc elle est très... je voulais savoir votre avis sur le pourquoi on n'a pas l'autofocus du Z8, Z9, Z5 II. Est-ce que c'est un problème de capteur? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que voilà. Et si vous avez une réponse, ce serait simple. Salut Kevin, merci pour ton message. Alors évidemment, on n'a pas de réponse, il n'y a pas de communication officielle, donc forcément on peut pas savoir. La seule chose, c'est que le Z6 III, ils ont développé un capteur qu'on n'avait jamais vu, dit semi-empilé. C'est une technologie qui est différente. Moi, j'avoue que quand je parle avec les ingénieurs, là, c'est vrai qu'avec Lumix notamment, on a vraiment l'occasion à chaque produit, d'aller discuter avec des ingénieurs, et je trouve que c'est très enrichissant pour la culture de savoir comment ça se passe en fait le développement d'un produit. Et je me souviens que lorsque je suis allé découvrir le Lumix S9, qui est finalement un Lumix S5 II avec un viseur en moins et quelques petits trucs en moins, on peut dire, on a l'impression que l'effort de développement est extrêmement réduit, et les ingénieurs me disaient que pas du tout, que l'effort de développement, ne serait-ce que pour l'adapter à un nouveau processeur ou à un capteur qui est légèrement modifié, est quand même relativement important, et c'est pas quelque chose qui est neutre. Donc peut-être que ce nouveau capteur de semi-empilé demande plus de travail. J'en doute pas que Nikon veut le mettre. C'est évidemment dans l'intérêt de Nikon. Ils l'ont mis sur un Z52 et sur un Z5 II. Donc il y a aucun doute que Nikon veut mettre ça sur un Z6 III. Après, peut-être qu'ils rencontrent des difficultés techniques dues à ce nouveau capteur qu'ils utilisent pour la première fois. Moi, je pense que c'est la raison la plus sensée à laquelle je peux penser. Bonjour Damien, bonjour Douglas. Tout d'abord, merci beaucoup pour les podcasts. C'est quelque chose que j'aime beaucoup écouter quand je conduis ou dans le train ou dans l'avion, donc c'est hyper chouette. J'ai aucun moyen de vraiment mettre de like ou quoi que ce soit, je pense, sur Apple Podcast, mais sachez que je pense qu'on est nombreux à écouter pas que sur YouTube, et donc je vous donne de la force. Moi, je voulais juste souligner deux, trois points sur tout ce qui est tropicalisation, etc., des objectifs et des caméras, parce que c'est pas du tout clair. De ce que je comprends, en fait, chacun a ses propres normes. C'est-à-dire que Canon, dès qu'ils disent, on est appareil tropicalisé, objectif tropicalisé,
Je pense que c'est pas les mêmes types de tropicalisation que Sony ou que Nikon. Et dans ce cas-là, comment on peut vraiment gérer ça? Est-ce que c'est des choses on doit faire attention? J'ai vu pas mal sur YouTube des fois parce que j'ai toujours peur en fait de prendre des photos sous la pluie, même si mon objectif est tropicalisé et que ma caméra, mon objectif est tropicalisé. J'ai toujours peur de prendre des photos en fait quand il pleut énormément, même si j'aime bien pour la street photo, ça fait des effets assez sympas. Parce que j'ai vu sur YouTube pas mal de commentaires de personnes qui ont eu des problèmes. Il y a eu de l'eau qui rentrait dans leurs objectifs, que ce soit du Fuji. Il y avait aussi des fois du Canon. Donc voilà, je sais pas trop comment gérer ça. J'ai l'impression que c'est pas clair sur Internet. Donc voilà, je serais ravi d'avoir vos retours et qu'est-ce que vous y pensez. Et puis merci beaucoup. Au revoir. Salut Elias, écoute, merci pour ton message, merci pour le soutien, merci pour tous les compliments. Écoute, je vais pas t'apporter de réponse parce qu'en fait, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je trouve dans le milieu de la photo, que ce soit au niveau des boîtiers, au niveau des objectifs, que le terme tropicalisation, il est très très flou et il est parfois utilisé à des niveaux complètement différents et il y a rien qui le norme en fait, contrairement au smartphone où on a des normes de IP, donc IP 40, IP 65, 67, 68, enfin il y a tout un tas et je connais pas les différences pour être tout à fait franc. Je trouve qu'il y a rien du tout qui permet de savoir à quel niveau c'est tropicalisé, est-ce qu'il y a des joints d'étanchéité, où ils sont pas, etc. Donc je suis assez d'accord avec toi sur ce point et j'ai pas de réponse à t'apporter parce que voilà, je suis en phase avec ce que tu dis. Après, à côté de ça, la seule marque, je crois, qui met une norme, c'est Olympus, OM System maintenant, qui eux parlent d'une IP40, je crois, sur leur boîtier, je crois peut-être même sur certaines optiques. Donc c'est les seuls à le faire, là où les autres le font pas. Après, pour le reste, cette histoire de tropicalisation, moi je pense qu'il faut quand même la prendre un peu avec parcimonie. C'est-à-dire que il faut pas non plus rentrer dans la psychose où attention, si j'ai pas un boîtier qui est tropicalisé, s'il pleut, il commence à pleuvoir 3 gouttes, je peux pas faire de photos. Je pense qu'il y a quand même un juste milieu à trouver. Ou si on est sur un boîtier qui est pas du tout tropicalisé, effectivement, il faut pas être 2 heures sous la pluie en train de shooter. Par contre, si on a un boîtier tropicalisé, je pense que ça peut le faire. Après, il faut pas pousser le truc à l'extrême non plus. C'est-à-dire que les boîtiers très très pro, je pense au Canon R1, des boîtiers de ce type-là qui sont faits pour des professionnels. Moi, je prends toujours l'exemple. Il faut que le boîtier il résiste pendant 1h30 ou 2 heures sur un match de foot, sur un match de rugby, au stade où il pleut à torrent. Voilà, là, il faut un produit qui soit capable de résister. Après, pour une utilisation un petit peu plus loisir entre guillemets, faut faire un peu attention, mais faut pas rentrer dans la psychose. Voilà mon avis. Je sais pas si ça a répondu à tes questions en tout cas, mais j'étais assez en phase avec toi. Ouais, moi je suis d'accord avec vous aussi. En fait, c'est pas la tropicalisation, c'est la résistance à l'eau et à la poussière. Mais on sait pas quel niveau de résistance. On voit bien quand même qu'il y a des gammes. C'est-à-dire que on a au début, on a toute une série de produits qui ne sont pas tropicalisés entre guillemets. Donc là, il y a aucun joint. Et ensuite, on a de la tropicalisation, de la résistance entre guillemets, entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. J'ai l'impression. C'est-à-dire que en entrée de gamme, souvent, les constructeurs disent oui, on a une résistance, mais attention, devant l'objectif, pas tout à fait. Puis on n'a pas mis de joint sur les boutons de l'objectif. Donc, on a des joints sur la semelle, on a des joints sur les molettes, mais il y a un endroit où il y a toujours des faiblesses. Après, on va avoir de la résistance on va dire sur le milieu de gamme à 7.4, R6, Mark II, ce genre de choses-là. Z6 III où on a une bonne résistance mais on n'a pas le maximum et généralement le maximum c'est sur les flagships donc Canon R1, Nikon Z9, Nikon Z8 ou le Sony A1 où là Nikon te dit quand même tu peux aller dans des environnements qui sont extrêmement hostiles et là souvent plus qu'une pluie on parle d'un taux d'humidité c'est-à-dire que on va parler des endroits où tu as un taux d'humidité, par exemple, de 90%, ou des endroits comme l'Antarctique où tu vas avoir des batteries, enfin des problèmes de température extrême, avec des chocs climatiques à supporter. Parce que l'ennemi, souvent, c'est pas la pluie. Moi, je pense que les gens se trompent. C'est pas la pluie, l'ennemi. C'est le froid et la condensation. C'est-à-dire que t'arrives, tu viens de dehors, t'as un taux d'humidité, et puis d'un coup, tu rentres à l'intérieur, il y a de la condensation qui se fait à l'intérieur du boîtier, et finalement, t'as de l'eau qui vient corroder toutes les puces électroniques à l'intérieur. Et je sais que les Canadiens, même des fois, ils font un sas, genre, ils laissent le matériel dans une pièce, ils laissent se mettre à température ambiante ils laissent 2 heures, tu vois, pour que ça se mette en température ambiante avant de rentrer dans un endroit qui est chauffé, quoi. Donc voilà.
on sait pas vraiment en fait la résistance, mais je pense qu'il faut pas. C'est pas la pluie qui souvent pose le plus gros problème. Bon, ensuite, on avait un commentaire qui nous parlait de Ricoh et juste en même temps, j'avais quelqu'un qui laissait un message sur ma chaîne et j'en reçois beaucoup des commentaires comme ça. Hein. Je sais que le GR3, moi, je l'avais appelé l'appareil le plus compact et le plus sous-coté du marché, mais vraiment, je le pense. Et quelqu'un qui dit, je viens d'investir pour les vacances et je suis bluffé. Un piqué de fou, des couleurs vraiment belles. Les DNG moulinés dans des XO donnent des résultats vraiment au top. Bref, mon A7 IV sera moins souvent de sortie. Bref, très satisfait et quelle compacité. On parle vraiment d'un appareil qui tient vraiment dans la poche. Là. Il est plus compact qu'un X100 ou ce genre de produit-là. C'est beaucoup plus petit. Hein. Et justement, on avait ce message sur le répondeur. Salut tout le monde. Je suis fan de votre émission. C'est vraiment cool. J'aurais voulu avoir des petites infos au niveau d'un futur Ricoh. Je suis fan de leur appareil et je voulais savoir ce qu'il en était. Il y a beaucoup de rumeurs et rien qui en sort derrière. Donc si vous avez des infos sur ça, ce serait gentil d'en parler. Merci et bonne continuation. Salut. Eh ben salut à toi. Merci beaucoup pour ton message. Effectivement, ouais, on voit passer des rumeurs sur successeur du Ricoh GR3. Il parle de plusieurs produits. On parle d'un GR4, bien évidemment. Courant d'année 2025. On parle aussi, d'après un article là, d'un GR monochrome, un petit peu à l'image de ce que fait Leica avec le Q2. Le Q3 n'est pas encore arrivé en monochrome. Ouais, je pense que ça va bouger cette année là chez Ricoh. Ça va être vraiment quelque chose qui va réellement donner un coup de boost encore plus à la marque, parce que je trouve que 2024-2025, à cause de la rupture qu'il y a eu et de la pénurie qu'on a eu sur le X106, ça a mis en lumière en fait le GR qui était en place depuis longtemps et qui a toujours été un produit très qualitatif, mais beaucoup de gens se sont reportés là-dessus et donc ça lui a donné une vraie légitimité, réputation. Et je pense que là, s'ils arrivent avec une nouvelle version, qui plus est peut-être même en monochrome, ça peut bien marcher. Et en fait, ça vient d'où ces rumeurs? Ça vient d'un ambassadeur Ricoh sur un salon qui aurait laissé entendre que voilà, il y allait avoir des choses assez intéressantes sur l'année 2025 pour Ricoh. Et il dit voilà, on le cite, on m'a dit que l'année prochaine ils auront un stand beaucoup plus grand parce que, laissant planer un petit peu le doute, voilà, potentiellement on aurait des nouveautés très prochainement. Bah, moi personnellement, j'ai hâte de voir ça. Et on enchaîne avec un mail qui est sur un sujet intéressant, je trouve. C'est Tony qui nous demande, est-ce que les lasers peuvent-ils endommager le capteur de nos boîtiers? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que cela est-il vrai pour un certain type de capteur? Je sais pas si tu l'as demandé toi en SAV. Ouais, j'ai demandé quelques images. Ouais, enfin c'est pas du tout un mythe déjà. C'est effectivement très fréquent. Alors il y a différents niveaux et types de lasers qui engendrent ça. Voilà, je crois que tu montres une vidéo qui explique un petit peu ça. Mais en tout cas, nous, dans les faits, des capteurs qui sont arrivés avec des images, des traînées un peu rosées qui apparaissent sur le capteur et qui ne partent pas, on en a eu très souvent. Et effectivement, quand on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est j'étais à un festival, j'étais à une soirée, j'étais à un machin, et c'est toujours le dénominateur commun qui fait que certains types de lasers bousillent les capteurs. Ouais. Et donc, sachez quand même qu'il y a une solution. Hein. Bon là, je vous montre un reel de SZ Filter qui a lancé son filtre de protection contre les lasers. Et Case aussi a un filtre anti-laser magnétique. Hein. Donc juste pour dire, le plus simple, si vous savez que vous allez dans ce genre d'environnement-là, c'est peut-être tout simplement de vous équiper d'un filtre qui vous prémunit contre ça. Voilà qui conclut ce nouvel épisode. Merci Douglas. Merci à toi, c'était encore un plaisir. Et à dans 2 semaines. Ouais, je vous rappelle que donc il y a le répondeur. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Là, il y en avait tellement cette semaine que il y a une partie que je vous ai passée, une partie auquel j'ai répondu. Hein, mais je réponds à absolument tout le monde de manière audio. Hein, et avec certains, même on a fait des ping-pong. Donc n'hésitez pas à nous laisser un message. Et on se dit